Jusqu'au début du XVIe siècle, l'existence même de l'océan Pacifique était inconnue des Européens. Pendant longtemps, navigateurs espagnols, portugais, puis anglais, français ou hollandais découvrent à chacun de leurs voyages une île ou un archipel parmi les centaines éparpillées dans l'immensité pacifique. Ce n'est qu'en 1770 que James Cook révèle au monde occidental l'existence de l'Australie. Cette Terra Australis, les colonisateurs anglais la considèrent comme une terra nullius, une terre n'appartenant à personne jusqu'à l'arrivée des Blancs. L'Australie est pourtant et avant tout, et depuis plus de 30 000 ans, la terre des aborigènes. Située entièrement dans l'hémisphère sud, bordée à l'est par l'océan Pacifique et à l'ouest par l'océan Indien, véritable île-continent de près de 8 millions de kilomètres carrés, l'Australie est constituée de 6 États et de 2 territoires autonomes. Au cours de notre croisière à bord du Song of Flower, nous longerons les côtes du Queensland que borde la Grande Barrière de Corail. Mettant le cap à l'ouest, nous irons jusqu'à Darwin, la capitale des territoires du Nord. Mais c'est dans la province de la Nouvelle-Galles du Sud, et plus précisément à Sydney, que commence notre voyage. Pacifique Sud, 155 degrés de longitude est, 35 degrés de latitude sud. Parti de Nouvelle-Zélande, le Song of Flower arrive à Sydney. Depuis 1770 et le voyage de Cook, la colonie anglaise d'Australie demeure embryonnaire. C'est en fait la déclaration d'indépendance américaine qui va marquer le début de son expansion. La déportation des condamnés vers l'Amérique devenant impossible, c'est vers l'Australie que mettent le cap les 11 navires de la première flotte. En janvier 1788, ils arrivent en vue d'une baie magnifique. Les soldats anglais y débarquent 750 bagnards, les fondateurs de la future Sydney. 2 siècles plus tard, la colonie pénitentiaire est une cité de 4 millions d'habitants qui exprime son identité au travers de 2 symboles nés du mariage de la mer et de l'architecture. Je pense que si le pont et l'opéra de Sydney ont donné une identité à cette ville, c'est parce que les icônes visuelles symbolisent les villes en ce siècle. À bien des égards, The Harbour Bridge est bien plus qu'un pont au-dessus du port et l'Opéra House fait bien plus que d'abriter un opéra. Il a fallu des années pour qu'on donne le feu vert à ces 2 réalisations. Mais peut-être que la douleur de l'accouchement donne encore plus de valeur à l'enfant. À partir de 1788, le flot de déportés en provenance des geôles londoniennes ne cesse de grossir. Ignorant tout de la vie épouvantable que partagent soldats et bagnards, comme du sort tragique réservé aux aborigènes, les peintures de cette époque évoquent les bons sauvages et la vie harmonieuse régnant dans la nouvelle colonie. N'offrant qu'une faible résistance aux premiers arrivants britanniques, les aborigènes, estimés à 300 000 à la fin du XVIIIe siècle, sont rapidement menacés d'extinction. Considérés comme des êtres inférieurs, primitifs, ils sont chassés de leurs terres, décimés par la maladie ou massacrés. Malgré la résistance de quelques-uns de ses membres, la tribu Yora, qui occupait le site de Sydney Cove, cède la place au premier point de peuplement, les Rocks. Les bâtisses coloniales ou les entrepôts de ce quartier, autrefois malfamé, où vivaient anciens forçats, pêcheurs de baleines ou prostituées, ont été réhabilités et transformés en restaurants ou magasins destinés au tourisme. Yeah, the jukebox jury just sends me to life. 'Cause every time I hear Mel sing, I see her eyes. Tonight the bottle let me down, oh mama tried. The jukebox jury just sends me to life.
Depuis Harbour Bridge, ce pont métallique construit en 1932 que les habitants de Sydney surnomment familièrement le vieux porte-manteau, l'alignement des maisons coloniales des Rocks nous conduit au building de verre du quartier de Circular Quay. À 2 pas de la gare maritime d'où partent les ferries, nous suivons Graham Yann dans l'ancien bâtiment des douanes transformé depuis quelques années en lieu d'exposition. Devant une maquette de Sydney, il nous explique quelles influences ont transformé la plus ancienne ville d'Australie en une cité résolument moderne. Après les Britanniques, il y a eu un changement de cap. Nous avons été influencés par l'architecture américaine. Dès que le bâtiment a fait usage des charpentes en acier et que les ascenseurs se sont développés, ce qui a permis de construire des tours. Même l'idée d'inéfuger les bâtiments était un concept américain, lancé par les compagnies d'assurance de Chicago. Pendant les 40 premières années du siècle, nous avons été fortement influencés par l'architecture américaine, surtout sur la côte Est. Sydney s'est développée autour de l'une des plus belles baies du monde et nombreux sont les habitants qui vivent au bord de l'océan. Même ceux qui résident dans les banlieues éloignées de l'intérieur retrouvent la mer au moins une fois par jour en empruntant le ferry pour se rendre à leur travail. Plus qu'une contrainte, c'est un plaisir et un devoir pour Gary, employé au zoo Taronga situé au nord de la baie. J'habite à Newton. Ce n'est pas très loin de Sydney. Je préfère prendre les transports en commun que conduire. C'est moins polluant. Je le fais pour des raisons écologiques. Le zoo possède un centre d'éducation où quelques milliers d'écoliers peuvent côtoyer de très près les kangourous, les koalas et de nombreux autres mammifères de la famille des marsupiaux, dont le groupe endémique en Australie compte plus de 120 espèces. Gary est responsable du département des mammifères australiens. À ce titre, les traits de caractère de chacun des membres de cette petite communauté, évoluant dans une relative liberté, n'ont aucun secret pour lui. Come on, come on. Such a sweet girl, aren't you? Voici Charlotte. C'est un wombat. Elle doit avoir un peu plus de 2 ans actuellement. Sa mère a été tuée par une voiture et Charlotte a été retrouvée dans sa poche. Vous pouvez voir la petite poche de Charlotte ici. C'est un marsupial. Oh non, tu n'aimes pas la montrer, n'est-ce pas? Si jamais elle a des petits, ils vivront dans cette poche. Charlotte est un animal nocturne, comme bon nombre de marsupiaux en Australie. C'est pour cela qu'en ce moment, elle préférerait dormir à point fermé. Wombat, wallabies, tous ces marsupiaux protégés à Taronga vivent dans les régions arides de l'Australie. Mais paradoxe pour un véritable symbole national, 3 millions de kangourous sont abattus chaque année. En nombre croissant depuis plus d'un siècle, ils sont la cible des éleveurs qui craignent pour leur pâturage. Le temps que cet échidné piste la trace de quelques fourmis et que Gary nous présente un possum nouvellement arrivé, le zoo a ouvert ses portes.
Un bref arrêt auprès du dingo, le chien australien, avant de saluer une dernière fois le koala, qui, pour honorer son nom aborigène signifiant « pas d'eau », continue imperturbablement à sucer ses feuilles d'eucalyptus. Des kangourous et des koalas, un opéra, un pont métallique, des rochers rouges émergeant du désert, des coraux multicolores irradiant le bleu de l'océan, des peintures mystérieuses et quelques aborigènes, cet inventaire des clichés australiens serait incomplet si l'on oubliait d'évoquer une jeunesse bronzée et insouciante surfant sur les vagues de l'océan Pacifique. Mais en réalité, quelle image la jeunesse de Sydney a-t-elle d'elle-même et de son pays ? Les Australiens sont très relax, je pense, surtout à notre âge. Oh oui, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes paresseux. Je pense que si notre société est multiculturelle, c'est parce que notre pays est jeune et qu'il y a beaucoup de mélanges. Mais on ne se comporte pas tous selon le même schéma. Nous nous inspirons beaucoup des autres, des différentes cultures. Nous les regroupons et cela donne un beau petit mélange bien de chez nous. Nous sommes des métis culturels en quelque sorte. Nous prenons un peu de tout. Comme je suis jeune, je privilégie mon style de vie par rapport au travail ou à ma carrière. Je passe beaucoup de temps à m'amuser, à faire des activités à l'extérieur. Je laisse les choses venir. En fait, je me détends. Je prendrai les choses au sérieux plus tard. C'est très important pour nous aujourd'hui de faire de plus en plus partie du monde. Alors nous passons beaucoup de temps sur Internet pour voir ce qui se passe ailleurs. Mais je crois aussi que nous essayons de construire des bases solides. À près de 3000 km au nord de Sydney, par-delà le tropique du Capricorne, le Song of Flower arrive à Cairns, la capitale du Nord Queensland. Fondée à l'époque de la ruée vers l'or et l'étain que connaît le Nord Queensland à la fin du 19e siècle, Cairns connaît la prospérité en devenant le débouché maritime des mines auxquelles elle est directement reliée par chemin de fer. Dans un pays aussi vaste, la navigation côtière constitue pendant longtemps la seule liaison possible entre les lointaines provinces du Nord ou de l'Ouest et les grandes métropoles du Sud-Est comme Melbourne ou Sydney. Cette époque est aujourd'hui révolue et s'appuyant sur la proximité des forêts tropicales et surtout celle de la Grande Barrière de Corail, Cairns est devenue l'une des principales destinations touristiques d'Australie et une escale incontournable pour les navires de croisière. C'est très facile de plonger. Nous donnons rapidement quelques instructions sur les techniques de base, puis nous les mettons en pratique dans l'eau. Après cela, nous vous emmenons plonger. Il y a 4 personnes pour un moniteur. Nous proposons de faire un tour du récif de corail, mais nous allons très doucement, à votre rythme. C'est donc sans danger et très amusant.
À bord de l'un des hydravions qui relie à la demande Cairns aux différents lieux de plongée, nous survolons quelques-uns des 2600 récifs qui composent la Grande Barrière de Corail. Longue de 2000 km puisqu'elle commence au sud du tropique du Capricorne pour ne s'arrêter qu'à la pointe nord du Queensland, la Grande Barrière de Corail constitue la plus grande structure constituée d'organismes vivants. Distant d'environ 300 km de la côte dans sa partie sud, le Reef s'en rapproche de 30 à 40 km dans la région de Cairns. De nombreuses sociétés de tourisme s'y sont installées. Elles proposent, à bord de puissants catamarans à moteur, des sorties d'une journée avec 2 plongées au programme. Une destination de rêve pour les amoureux du Grand Bleu. Le récif de corail que nous voyons ici a entre 10 000 et 15 000 ans. Il est donc assez jeune en termes de géologie. Le corail est à la fois un animal et une plante. Il combine les 2 éléments. Il se nourrit d'êtres en suspension dans l'eau comme les planctons et utilise également la lumière du soleil. C'est pourquoi les récifs de corail poussent ici à cause de cette forte luminosité. Vous seriez étonné par la variété des êtres minuscules. Il y a des petits concombres de mer et des tritons, mais également des espèces de poissons qui vivent cachés dans le sable, des crevettes et des crustacés, ainsi que de grosses créatures telles les raies, les tortues et les requins. Tous ces animaux, notamment les êtres complexes de petite taille, sont très intéressants. How was your dive? Very good. I'll take care of any fish? Did you see any fish? Yes, I did. Cuttles off. Come on, Rachel, in for a weapon. Reprenant notre envol, nous quittons le bleu de la Grande Barrière en direction du vert de la forêt tropicale. La découverte de cette autre richesse naturelle du Nord Queensland est elle aussi l'objet d'une exploitation touristique intense, aux formes parfois surprenantes. Tout au long des 7 km de son parcours, le Skyrail offre un véritable survol de la forêt tropicale du Parc national des Gorges de Barron. Les télécabines frôlent la cime des arbres, dont certaines atteignent près de 50 mètres. Les amoureux de la nature, plus souvent habitués à admirer les arbres depuis le sol, découvrent au cours de cette promenade originale le toit naturel de la forêt. Avant de s'achever au village de Kuranda, le voyage à bord du Skyrail offre une halte spectaculaire. En quelques centaines de mètres, le cours pourtant si paisible de la rivière Barron se transforme en d'impressionnantes chutes d'eau hautes de 280 mètres, plongeant vers la vallée. Nous décidons de revenir à Cairns en empruntant la vieille ligne de chemin de fer. Bien que devenu essentiellement touristique, ce train permet après le modernisme du Skyrail de retrouver un peu de l'atmosphère d'autrefois. Construit entre 1882 et 1891, il servait à ravitailler les mineurs d'Eberton que les pistes impraticables à la saison des pluies isolaient trop longtemps du reste de la région.
Je pense que les chemins de fer correspondent très bien à l'époque coloniale. Ils évoquent les temps anciens et ce qui se passait alors. Le Skyrail symbolise bien la technologie moderne. On voit tout d'un point de vue moderne. Mais pour ressentir une véritable émotion, alors il n'y a rien de mieux que de marcher dans le bush. Revenus à Cairns à la fin de la journée, nous retrouvons le Song of Flower. Quelques heures plus tard, nous quittons Cairns en direction de Port Douglas, situé à une centaine de kilomètres plus au nord, toujours dans la province du Queensland. Au petit matin, le Song of Flower jette l'ancre à quelques encablures de Port Douglas. À bord d'une annexe, nous remontons le petit bras de mer entouré de mangroves qui conduit jusqu'à la marina de Port, comme l'appellent familièrement ses habitants. Bien que l'activité touristique soit principalement tournée comme à Cairns en direction de la Grande Barrière de Corail, l'atmosphère qui règne à Port Douglas est plutôt celle d'une élégante station balnéaire attirant une clientèle riche et branchée. Quittant Port Douglas, nous prenons la direction des parcs nationaux de Daintree et de Cap Tribulation. Les champs de canne à sucre que nous longeons sur plusieurs kilomètres nous conduisent à Mossman. La fièvre de l'activité sucrière n'est plus aujourd'hui qu'un lointain souvenir. Mossman vit au ralenti. Assoupi à l'ombre des chênes centenaires, ses habitants cultivent un certain art de vivre et les plantes tropicales. Comme nous sommes dans une région tropicale, tout ce que vous voyez ici sur le marché pousse très facilement. J'ai observé depuis une vingtaine d'années un intérêt grandissant pour les plantes hybrides, surtout les orchidées. À l'origine, l'activité de la ville reposait sur le bois et la canne à sucre fut la première grande industrie. Mais au fil des ans et surtout depuis ces 30 dernières années, le tourisme s'est beaucoup développé. La forêt tropicale humide, qui recouvrait la totalité de l'Australie il y a des millions d'années, ne représente plus aujourd'hui que 0,3% du territoire. Ce véritable trésor est entièrement concentré dans le Queensland. Il constitue le décor idéal au développement d'un écotourisme animé de façon artisanale par des habitants qui prennent un véritable plaisir à faire découvrir la richesse de la flore et de la faune de leur région. Comme ici, sur la Cooper River, dont les rives bordées de mangroves servent de refuge aux crocodiles. Ainsi protégée, la forêt est restée si dense qu'elle s'étend jusqu'aux immenses plages de sable qui bordent l'océan.
Tout près de l'embouchure de la rivière Cooper, nous rejoignons, au milieu d'une végétation exubérante, véritable laboratoire naturel dédié à la forêt primaire australienne, Nick Godfrey, botaniste. Plusieurs facteurs ont permis à cette forêt tropicale de se maintenir ici, au moins depuis 75 ou 80 millions d'années à notre connaissance. Si elle n'a pas été détruite, c'est surtout parce qu'il n'y a pas eu d'activité volcanique dans cette région. La cordillère australienne, qui s'est dressée il y a environ 100 millions d'années, a fourni un refuge, un abri et a permis à cette forêt d'exister. De plus, lorsque l'Australie s'est finalement détachée de l'Antarctique, elle a pu échapper aux périodes de grand froid. Et cette forêt n'a pas disparu à l'inverse des forêts tempérées du sud. Certains de nos palmiers n'ont pas changé depuis 400 millions d'années. Nous avons des plantes comme les fougères, les sycomores, qui remontent à 260 millions d'années. Elles n'ont pas changé depuis tout ce temps. La forêt tropicale est constituée de dizaines de milliers d'organismes, et non pas simplement de quelques arbres. Nous avons aussi cette plante grimpante dont les organes fixateurs sont attachés aux feuilles. Elle peut monter jusqu'en haut de la voûte forestière. Quelle diversité, quel passé et quelle beauté! Le nord de l'État du Queensland a un énorme avenir dans l'écotourisme grâce à sa forêt tropicale et son récif, sans oublier l'intérieur des terres. Une fois encore, le Song of Flower reprend son voyage autour de l'Australie, remontant un peu plus au nord le long de la péninsule du Cap York. À bord, la vie a repris son cours. Teresa, que tout le monde surnomme Tess, est de service pour l'incontournable Tea Time qui rythme les après-midi en mer. La fin de la journée approchant, Tess retourne à sa cabine afin de revêtir l'uniforme du soir, un rituel qui règle sa vie depuis bientôt 6 ans. Après l'école, j'ai travaillé dans un hôtel à Manille. C'est une formation indispensable pour faire ce type de travail. Nous avons un contrat de 10 mois chaque année et nous avons donc 2 mois de vacances. Je vais toujours aux Philippines pendant ces 2 mois. Lorsque nous arrivons au port, je vais faire du shopping et passer des coups de fil. Si nous sommes en mer, je n'ai pas le choix. Je reste dans la cabine. Mon grand frère me manque. Je n'ai pas encore de mari. Je cherche. Je cherche toujours. Au petit matin, nous approchons de Lizard Island. C'est James Cook, dont le navire s'était échoué sur ses rivages en 1770, qui aurait, dit-on, constatant la présence de nombreux petits lézards, donné son nom à l'île. Le nom de l'endroit est Lizard Island. C'est un sanctuaire, une île protégée. Une partie du port ici est aussi une zone protégée. Il y a toute une partie où nous n'avons pas le droit de jeter l'ancre. Il ne nous reste donc plus qu'une minuscule zone pour mouiller. Si nous ne sommes pas au bon endroit, les Rangers, il y a 3 installations sur l'île et viendront nous demander de déplacer le bateau. L'accès à Lizard Island est très réglementé. Le Song of Flower est probablement le seul navire de croisière à avoir l'autorisation d'y faire escale.
En dehors d'un petit hôtel de grand luxe et de quelques bateaux de plaisance, l'endroit est quasiment désertique. Un cadre édénique pour une journée consacrée exclusivement à la détente et au plaisir de la plage. Cette soirée est celle du commandant. Aussi l'équipage dans son ensemble, et tout particulièrement le personnel hôtelier, s'active afin d'être à la hauteur de l'image d'excellence et de luxe qui fait du Song of Flower l'un des navires les plus recherchés au monde. On reçoit souvent les mêmes passagers. Les habitués représentent environ 30 à 40% des clients sur chaque croisière. C'est un peu comme une résidence secondaire pour ces gens, car ils finissent par s'attacher à ce bateau en particulier. Lorsqu'ils embarquent, et même lorsqu'ils arrivent sur la passerelle, les membres de l'équipage les appellent par leur nom, se souviennent de leur habitude, de ce qu'ils boivent. Ils savent quelles sont leurs places favorites dans la salle à manger. Et lorsqu'on a affaire à de nouveaux passagers, on enregistre tout de suite ce genre de choses. Comme ça, la prochaine fois, ils n'auront même pas besoin de demander ce qu'ils veulent, ils l'auront automatiquement. Durant la nuit, nous mettons le cap vers le Tip, la pointe extrême du Queensland. À cet endroit, la Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouve à moins de 150 km de l'Australie. Sans être véritablement dangereuse, la navigation dans cette partie de la mer de Corail exige certaines connaissances. C'est la raison pour laquelle un pilote australien assiste le commandant entre Cairns et Darwin. La Grande Barrière de Corail s'étend sur environ 2000 km de long. Ceux qui ne connaissent pas bien cette zone doivent s'en méfier. Les capitaines Cook et Bligh ont dû vivre un véritable cauchemar. Le détroit de Torres sépare la mer d'Arafura et la mer de Corail. Dans le détroit de Torres, il est tout à fait possible d'avoir un niveau d'eau élevé d'un côté et un niveau d'eau faible de l'autre, à une vingtaine de kilomètres de distance. C'est bien entendu très pratique si l'on suit le courant, parce que la vitesse devient tout à coup raisonnable. Mais si vous allez contre le courant, vous irez doucement, surtout avec un bateau peu puissant. Une fois l'ancre jetée, nous embarquons à bord de l'annexe. Nous approchons peu à peu d'un rivage fait de roches rouges déchiquetées, d'un lieu qu'aujourd'hui encore il est parfois impossible d'atteindre par la route, surtout à l'époque des pluies. Privilège des voyages en bateau, nous allons poser le pied sur le top
le cap nord de l'Australie. Jonathan, yeah. All right? It looks okay. There's a rock there. I'd turn it at right angles now. I'd come in a bit like that. Okay. Nous sommes sur le point le plus au nord du continent australien. Il y a bien encore quelques îles à notre droite, mais on ne peut pas aller plus loin. L'Australie s'arrête là. Si vous continuez plus au nord, vous serez obligé de vous tremper. Fondée en 1863 en terre aborigène, la colonie de Somerset devait concurrencer Singapour. Son histoire est avant tout celle de la famille Jardine. Frank, le père. Puis son fils Alex, accompagné de son épouse, une princesse des îles Samoa. Quand les Britanniques abandonnèrent Somerset au profit des îles Thursday mieux situées, les Jardine continuèrent avec l'énergie du désespoir à cultiver leurs terres, aidés par quelques aborigènes. Ils y restèrent jusqu'à leur mort, après quoi Somerset disparut, englouti par la forêt. Commençant à exercer un certain contrôle sur leurs terres ancestrales, des aborigènes de Cap York travaillent comme rangers, chargés de la surveillance du patrimoine naturel. Les aborigènes gèrent également le Pajinka Lodge, un ensemble de confortables bungalows où ils accueillent les rares touristes désireux de découvrir la terre et la culture aborigène. L'histoire de Cap York a commencé avec les premiers habitants, les aborigènes. Cela fait entre 60 000 et 100 000 ans qu'ils vivent ici. Leur culture est une des plus vieilles du monde. C'est une culture très riche et très intéressante. Ayant donné sa dernière conférence à bord du bateau, Greg reste à Cap York où l'attendent de nombreux amis. L'avenir de cet endroit est toujours entre les mains des populations indigènes et je pense qu'il faut que cela reste ainsi, mais qui sait? Le monde est de plus en plus petit et j'ai tendance à penser que Cap York ne pourra pas toujours rester isolé. Cap à l'ouest. Après 2 jours de navigation au travers de la mer d'Arafura, le Song of Flower arrive à Darwin.
Comparé aux grandes métropoles australiennes du sud-est, Darwin, la capitale du nord-est, est une modeste cité de 80 000 habitants, fondée il y a seulement un peu plus d'un siècle. Climat chaud et humide, cyclones aussi occasionnels que violents, Tracy, le dernier en date, ayant détruit en 1974 une importante partie de la ville, isolement du reste du pays, Darwin, malgré toutes ses contraintes géographiques, est une ville très attachante. Dans une Australie qui, jusqu'il y a peu, se voulait exclusivement blanche, Darwin a su cultiver une certaine différence en accueillant plus de 50 groupes ethniques venus pour la plupart de l'Asie toute proche. Sans écarter l'hypothèse d'une famille aborigène de souche australienne plus ancienne, on sait qu'il y a environ 30 000 ans, des populations venant de l'Asie du Sud-Est sont arrivées en Australie. Suite à l'importante baisse du niveau des eaux associée aux périodes de glaciation de la planète, ces populations sont passées à pied de l'Indonésie vers la région de Darwin ou de Nouvelle-Guinée vers celle du Cap York. Parmi eux, les Larakiens cherchent aujourd'hui encore à être reconnus. La plupart des Européens venus ici, au début, étaient des prisonniers. Ils venaient mourir ici. Ils ont gravement porté atteinte à notre culture. Mon peuple a été presque entièrement anéanti et nous sommes à présent en plein processus de regroupement. Le peuple Larakia compte environ 1500 personnes. En 1975, nous avons engagé sur ce territoire une procédure sur la base de la loi sur la propriété de la terre. Nous avons dû endurer 2 procès pour faire valoir nos sites consacrés aux rêves, nos sites sacrés, notre affiliation spirituelle et nos croyances. Nous attendons toujours, mais nos terres devraient nous être rendues lors du procès final. Nous attendons. Mon rôle est celui d'un porte-parole. Je suis employé par la nation Larakia pour négocier avec le gouvernement. On a en charge les tâches administratives relatives au statut des autochtones. C'est une nouvelle étape pour la reconnaissance du peuple autochtone de Darwin en tant que civilisation aborigène traditionnelle de cette région. Non content d'ignorer les aborigènes qui durent attendre 1967 pour devenir des citoyens à part entière, les gouvernements australiens ont mené jusque dans les années 70 une politique de l'Australie blanche, empêchant principalement l'immigration des Asiatiques. Malgré ces lois ségrégationnistes, nombreux sont les émigrants qui réussirent à passer au travers des mailles du filet de la répression, faisant de Darwin la plus cosmopolite des villes australiennes. Peu de temps après l'arrivée des premiers colons, il y a eu des ruées vers l'or à l'intérieur des terres, à environ 200 km d'ici. Les Chinois avaient le droit de travailler dans les mines d'or. Au bout de 15 ans, nous avions 8000 Chinois au nord du territoire pour seulement 800 Blancs. Les Chinois formaient donc un groupe dominant. Plus tard, nous avons développé des industries comme celle de la perle. Alors des Malaisiens, des Philippins et des Japonais sont venus travailler sur les barques perlières et ont vécu ici. Et les aborigènes, les pêcheurs de perles, les mineurs chinois et les Blancs se sont tous mélangés pour créer un groupe unique en Australie. Encore récemment, l'Australie était un pays dominé par les Blancs. Mais à Darwin, il y avait une exception avec cette communauté de couleurs en raison de son histoire très particulière et très pittoresque.
Emboîtant le pas des immenses trains de camions qui traversent l'Australie, nous prenons la direction du parc national de Kakadu. Première étape, Coïnda, au bord de la rivière Jim Jim. Nous sommes à la fin de la saison des pluies, une époque que les aborigènes appellent Yéké. Bien que les plaines, qui il y a encore peu étaient sous 3 mètres d'eau, ne soient pas totalement asséchées, les liaisons entre les différentes zones du parc sont désormais possibles. Commence alors, pour qui sait être patient, l'observation silencieuse d'une faune extrêmement riche. Plus d'un tiers des oiseaux recensés en Australie vivent à Kakadu. Tandis que cet aigle blanc se livre paisiblement à sa toilette matinale, c'est en barque que nous devons poursuivre notre voyage vers Ubir, la route étant totalement inondée sur cette partie du trajet. Nous naviguons alors sur des rivières éphémères serpentant au milieu des prairies. Nous traversons des billabongs, sortes de plans d'eau impromptus constellés de nénuphars qui, la saison sèche arrivant, disparaîtront comme par enchantement. Nous nous perdons enfin au milieu d'une immense forêt aux allures de bayou. Mais la route reprend bientôt ses droits pour nous conduire jusqu'à Ubir, notre destination finale. Le parc national de Kakadu est une des merveilles de l'Australie. Propriété des aborigènes, il est loué au gouvernement. Avec plus de 5000 sites, Kakadu présente le plus extraordinaire ensemble d'art rupestre d'Australie. Pour les aborigènes, ces sites sont une source de connaissances de leurs traditions ancestrales. N'ayant pas de langue écrite, ces œuvres constituent les archives de tout un peuple. 5 galeries sont ouvertes au public, mais l'ensemble du site est accessible au peuple aborigène. Il y a des peintures partout.
Pour la plupart, elles sont de l'ordre tribal. Il y a beaucoup d'endroits où l'on ne peut pas aller sans avoir été initié. Même les aborigènes ne peuvent pas y aller sans avoir été correctement initiés. Une bonne partie de ces lieux sont imprégnés de spiritualité. On estime qu'il y a ici au moins 30 000 ans de création. Les peintures sont les unes au-dessus des autres. Lorsque la terre changeait, les animaux changeaient. En fait, cela signifie que la nourriture était abondante, qu'il y avait des poissons, des wallabies et des fruits. L'endroit était bon pour s'arrêter et y passer du temps. Ces peintures-là évoquent la période du contact lorsque l'homme blanc s'est installé en Australie. Cela signifie que c'était la première fois que dans cette région, les aborigènes voyaient un blanc. Ils l'ont peint sur le mur car cela leur semblait très étrange. En achevant notre voyage australien sur la terre aborigène de Kakadu, nous avons le sentiment d'avoir approché l'espace d'un court instant le Dreamtime. Ce temps du rêve, fondateur de la mythologie aborigène qui évoque les déambulations d'êtres fabuleux. Après avoir laissé leurs traces dans le paysage, sous l'apparence de montagnes, de plaines ou de cours d'eau, ils renaissent chaque nuit plus étranges et merveilleux dans le ciel sacré de Kakadu.